Vous êtes un prêtre en 1396, debout dans les froides salles de pierre de l'abbaye de Westminster. Votre haleine brumeuse contraste avec l'air automnal, tandis que vous serrez votre livre de prière, observant les serviteurs préparer ce que les courtisans murmurent être le mariage royal le plus inhabituel que l'Angleterre ait jamais vu. La mariée est arrivée de France, une princesse, fille du roi Charles VI lui-même. Vous avez béni de nombreux mariages, mais jamais un qui ait provoqué un tel tumulte. Lorsque les grandes portes de chêne s'ouvrent, vos yeux s'écarquillent d'incrédulité. Le marié, le roi Richard II, est une figure imposante à 29 ans, grand et majestueux. À ses côtés se tient ce qui semble être une enfant, atteignant à peine son coude, sa petite main entièrement engloutie dans la sienne. Elle ne peut avoir plus de 6 ou 7 ans, cette petite princesse dans sa robe française élaborée. Vous vous stabilisez contre la balustrade de l'autel. C'est Isabelle de Valois, la nouvelle reine d'Angleterre. Vous avez vu des mariés de 12 ans. Vous comprenez les nécessités de la politique royale. La vie est brève. La grande peste a ravagé le pays il y a 50 ans, et les rois doivent sceller des alliances. Au début de la cérémonie, vous observez le visage de l'enfant. Elle semble plus curieuse que craintive. Lorsque le roi Richard prononce ses vœux, sa voix est douce, presque protectrice. Ce n'est pas un monstre, mais un roi qui remplit son devoir, assurant la paix avec la France. Le mariage, tout le monde le sait, ne sera pas consommé avant des années. Vous bénissez leur union d'une voix ferme, le cœur battant étrangement, en les déclarant mari et femme. En voyant cette petite fille devenir reine, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur le destin qui l'attend dans le jeu périlleux de la politique. Avant de nous plonger dans cette histoire oubliée de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Le mariage d'Isabelle de Valois avec Richard II n'a jamais été une histoire d'amour. C'était une manœuvre diplomatique destinée à mettre fin à l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire, la guerre de 100 ans. Pour comprendre le destin d'Isabelle, il faut comprendre le monde dans lequel elle est née. Née le 9 novembre 1389 au Palais du Louvre, Isabelle était la fille du roi Charles VI de France, un monarque tourmenté par des crises de folie. Connu sous le nom de Charles le Fou, son père pouvait passer d'un souverain capable à un homme délirant, croyant être fait de verre ou oubliant sa propre identité. Imaginez son enfance dans cette cour opulente mais instable. Un jour, couverte de cadeaux par un père aimant, le lendemain fuyant ce même père convaincu que des assassins le poursuivaient. Sa mère, Isabeau de Bavière, était une femme formidable qui tenait le royaume pendant les incapacités de son mari. Intelligente et ambitieuse, elle savait que ses enfants étaient des atouts précieux et voyait déjà en sa fille aînée la clé d'une alliance cruciale. Le monde d'Isabelle était un monde de guerre. Depuis près de 60 ans, l'Angleterre et la France étaient en proie à un conflit brutal qui avait épuisé les deux royaumes. Dans les années 1390, des murmures de paix se firent entendre, mais la paix exigeait des liens plus forts que des traités. C'est là qu'Isabelle, âgée de 6 ans, est entrée en scène. L'idée de son mariage avec Richard II a émergé lors de négociations secrètes en 1395. Richard, veuf de sa première épouse bien-aimée, Anne de Bohême, était accablé de chagrin et sans héritier. Ses conseillers le pressèrent de se remarier, et la proposition française était audacieuse. La main de la princesse, une dot astronomique de 800 000 francs, et surtout une trêve de 28 ans. L'obstacle majeur était l'âge d'Isabelle, exceptionnellement jeune même pour les normes médiévales. Mais les Français firent valoir que sa jeunesse était un avantage. Elle symboliserait un nouveau départ et serait élevée en Angleterre, devenant autant anglaise que française au moment de régner. Les conseillers de Richard étaient divisés, mais le roi lui-même était intrigué. On dit qu'en voyant le portrait miniature d'Isabelle, son expression s'est adoucie. Le roi sans enfant voyait peut-être dans cet arrangement une chance d'être un père autant qu'un mari. Après des mois de négociations, l'accord fut scellé. Chaque aspect de la vie future d'Isabelle fut codifié, y compris la clause cruciale que le mariage ne serait pas consommé avant sa majorité. Pendant ce temps, à Paris, Isabelle jouait avec ses poupées, ignorant que son destin était scellé dans des parchemins. Le mariage eut lieu 2 fois. La première cérémonie, plus intime, se déroula à Calais, territoire anglais sur le sol français.
le 31 octobre 1396. Isabelle, âgée de 7 ans, portait une robe si lourde qu'elle peinait à marcher. Son nouvel époux s'accroupit pour échanger les anneaux, lui relevant doucement le menton lorsqu'elle semblait effrayée. 1 an plus tard, elle fut couronnée reine à l'abbaye de Westminster lors d'une cérémonie spectaculaire conçue pour affirmer la légitimité de cette union inhabituelle. La foule londonienne était immense, curieuse de voir sa nouvelle reine enfant. Le festin du couronnement dura 3 jours, mais les courtisans les plus avisés se demandaient déjà combien de temps cette paix fragile pourrait durer. Richard installa Isabelle dans ses propres appartements au palais de Westminster. Ses journées étaient remplies de leçons, apprenant les langues, la musique et l'étiquette complexe de la cour anglaise. Richard s'intéressait activement à son bien-être, lui rendant visite régulièrement et lui apportant des cadeaux. Il prenait plaisir à sa compagnie et elle en vint à attendre ses visites avec impatience. Elle se lia d'amitié avec d'autres jeunes nobles de la cour, en particulier Marguerite de Hollande, la nièce de Richard. C'est Marguerite qui lui apprit les jeux anglais et les subtilités de la politique de la cour. Sage au-delà de ses années, Marguerite expliqua à Isabelle les tensions sous-jacentes du règne de Richard. Le roi était en conflit avec ses nobles depuis sa jeunesse, et beaucoup le jugeaient trop influencé par ses favoris et trop enclin à la paix avec la France. « Le roi est puissant maintenant, » lui dit Marguerite, « mais certains pensent que ce mariage montre qu'il est faible, qu'il préfère la négociation à la conquête. » Isabelle commença à observer la cour avec une nouvelle conscience, comprenant que sa vie était liée à des forces bien plus grandes qu'elle-même. Les années passèrent paisiblement. Isabelle passa de la petite enfance à l'adolescence, son anglais devenant fluide et sa compréhension de la cour plus sophistiquée. Richard continua de la traiter avec une bonté paternelle. Elle étudia l'histoire et la géographie, comprenant grâce à son tuteur que son mariage était censé transformer la Manche, cette barrière historique entre les 2 peuples, en un pont durable. Elle n'était pas seulement une fille apprenant à être reine, elle était un symbole vivant de paix. Mais les symboles, elle allait bientôt le découvrir, sont des choses fragiles. Au début de 1399, l'atmosphère de la cour changea. Les conversations s'arrêtaient à son approche, et ses dames de compagnie semblaient inquiètes. Richard lui-même était préoccupé, ses visites devenant plus rares. La vérité était que son cousin Henry Bolingbroke, que Richard avait exilé, était revenu en Angleterre avec une armée. Prétendant seulement vouloir récupérer son héritage, ses ambitions étaient bien plus vastes. Les nobles, mécontents du règne de Richard, commencèrent à se rallier à lui. La stabilité qui protégeait Isabelle s'effondrait. Un soir, Marguerite de Hollande fit irruption dans ses appartements, le visage pâle de peur. « Nous partons pour la tour de Londres », murmura-t-elle. « Le roi dit que c'est pour votre sécurité. » Isabelle comprit. La tour était à la fois un palais et une prison. Richard lui rendit visite à la tour. Le changement en lui était choquant. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années. « Mon cher enfant, dit-il, je crains que nos circonstances ne soient devenues difficiles. » Pour la première fois, il lui parla non pas comme à une enfant, mais comme à une égale politique. Il lui expliqua qu'Henri réclamait le trône et que l'avenir de la paix avec la France était en jeu. « Que va-t-il m'arriver » demanda Isabelle, faisant preuve d'un calme remarquable pour une fillette de 9 ans. « Je ne sais pas, » admit Richard. Sa valeur en tant que personne était désormais secondaire par rapport à sa valeur en tant qu'atout diplomatique. Quelques semaines plus tard, des hommes portant les armoiries d'Henry Bolingbroke entrèrent dans ses appartements. Derrière eux se tenait Henri lui-même, désormais Henri IV d'Angleterre. Isabelle fit une profonde révérence. « Que devient le roi ?» demanda-t-elle directement, se référant à Richard. « Richard de Bordeaux n'est plus roi, » répondit Henri. « Il a abdiqué en ma faveur. » À sa question sur son propre avenir, Henri répondit « Cela dépend de nombreux facteurs. La réaction de votre père, les conseils de mes conseillers et peut-être surtout votre propre conduite. » À 9 ans, Isabelle commençait la période la plus dangereuse de sa vie, non plus une reine enfant protégée, mais une prisonnière politique. Les semaines qui suivirent furent une leçon de survie. Certains partisans d'Henri voulèrent la renvoyer en France immédiatement. D'autres conseillaient de la garder comme levier de négociation. Isabelle elle-même joua son rôle avec un talent remarquable, restant polie mais digne, refusant d'être
traitée autrement que comme la reine qu'elle était légalement. Ces dames de compagnie française lui furent d'un soutien inestimable, lui rappelant sa valeur tant que son mariage et le traité n'étaient pas formellement dissous. Puis, la nouvelle du sort de Richard commença à filtrer. D'abord des rumeurs, puis la confirmation de sa mort en captivité, probablement assassiné. La nouvelle la frappa durement. Richard avait été bon avec elle, une figure paternelle. Sa mort n'était pas seulement une perte personnelle, mais la rupture de son dernier lien avec sa vie en Angleterre. Si Henri était prêt à tuer un roi, que ne ferait-il pas à une princesse française devenue inutile? Au début de 1400, elle reçut un ultimatum. Elle pouvait retourner en France, mais seulement si elle reconnaissait Henri comme roi légitime et renonçait à ses propres prétentions. Le choix était cruel. Accepter l'exil et annuler ses 3 années en tant que reine, ou refuser et risquer une captivité indéfinie. Finalement, la décision fut prise pour elle. Son père, Charles VI, dans une période de lucidité, exigea son retour immédiat, menaçant de considérer tout délai comme un acte d'hostilité. Face à la perspective d'une nouvelle guerre, le gouvernement d'Henri céda. Le voyage de retour. En France à l'été 1401 fut une expérience douce amère. À 11 ans, elle quittait le seul foyer qu'elle avait vraiment connu, retournant dans un pays qui lui était devenu étranger. Elle parlait maintenant français, avec un léger accent anglais. Ses retrouvailles avec ses parents furent compliquées. Son père était en pleine crise de folie, et sa mère, bien qu'accueillante, commença immédiatement à calculer comment utiliser le statut unique de sa fille pour les intérêts français. Isabelle se retrouva prise entre les loyautés, françaises, de naissance mais façonnées par l'Angleterre. La cour de France était un endroit dangereux, le sentiment anti-anglais était fort, et certains la regardaient avec suspicion. L'instabilité mentale de son père avait laissé le pouvoir aux mains de factions nobles rivales, principalement les Orléans et les Bourguignons. Isabelle devait naviguer dans ces conflits sans devenir un pion. En 1403, sa vie changea de nouveau. Elle reçut une proposition de mariage de son cousin Charles, duc d'Orléans. L'un des nobles les plus puissants de France, il avait 29 ans, le même âge que Richard lors de leur mariage, mais Isabelle approchait maintenant de ses 14 ans. Ce mariage la maintiendrait au sein de la famille royale française et l'alignerait sur l'une des cours les plus cultivées d'Europe. Plus important encore, il offrait la perspective d'un partenariat basé sur le respect mutuel. Charles était connu comme un mécène des arts et un homme passionné. Lorsqu'ils se rencontrèrent, elle fut frappée par la différence avec Richard. Charles lui parla comme à une égale. « Je ne cherche pas à épouser l'ancienne reine d'Angleterre, » lui dit-il, « mais Isabelle de Valois, la jeune femme remarquable qui a survécu au cours de 2 royaumes. » Pour la première fois, Isabelle se sentit attirée par un homme. À 14 ans, elle découvrait ses propres désirs. Le mariage eut lieu en juin 1406, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce fut un grand spectacle de la puissance française, contrastant avec sa première cérémonie diplomatique. À 16 ans, Isabelle s'avança vers l'autel avec assurance. Non plus une enfant effrayée, mais une jeune femme choisissant son propre chemin. Les premières années de son mariage avec Charles furent les plus heureuses de sa vie. Il était un époux dévoué et un compagnon intellectuel. Leur cour à Blois devint un centre culturel. Isabelle s'épanouit dans son rôle de mécène, commandant des manuscrits et soutenant les poètes. Elle devint également la partenaire politique de Charles, qui appréciait son jugement. La naissance de leur première fille, Jeanne, en 1407, apporta un profond sentiment d'accomplissement. Cet enfant connaîtrait l'amour et la sécurité qu'elle-même n'avait pas eus. Mais le bonheur domestique ne pouvait durer. En France, la rivalité entre les factions d'Orléans et de Bourgogne s'intensifiait. En novembre 1407, le père de Charles, Louis d'Orléans, fut assassiné dans les rues de Paris par des agents du duc de Bourgogne. Le meurtre plongea la France dans la guerre civile et transforma la vie d'Isabelle. Charles, héritant des titres et des responsabilités de son père, devint un homme marqué, animé d'un désir de vengeance. Isabelle se retrouva dans un monde de garde du corps et de vigilance constante. Elle soutint son mari mais s'inquiéta du coût de la guerre, ayant déjà vu la violence politique détruire un royaume. Pendant que Charles était en campagne, Isabelle gérait leur territoire, se révélant une administratrice et une diplomate, étonnamment habile. Elle n'était plus un pion mais une dirigeante à part entière.
La naissance de son troisième enfant, une fille nommée Marguerite en 1409, fut à la fois une joie et une source de préoccupation. À 20 ans, les grossesses répétées avaient épuisé sa santé. Des complications lors de l'accouchement faillirent lui coûter la vie. Elle se rétablit lentement, mais sa santé fut définitivement compromise. Les médecins l'avertirent qu'une autre grossesse pourrait être fatale. Cette réalité jeta une ombre sur son mariage, mais leur partenariat resta solide, se concentrant sur leurs intérêts culturels et politiques communs. Sa santé continua de se détériorer. Les séquelles de son dernier accouchement la laissèrent avec des problèmes respiratoires chroniques et une fatigue constante. Au cours de l'année 1409, son état empira, évoluant vers la maladie consomptive, probablement la tuberculose, qui allait l'emporter. Isabelle affronta la perspective de la mort avec courage. Elle prit des dispositions pour l'avenir de ses enfants et travailla à sécuriser la position politique de sa famille. Ces derniers mois furent consacrés à chérir le temps qu'il lui restait, refusant de devenir un fardeau. Isabelle de Valois mourut le 13 septembre 1409 à l'âge de 20 ans. Elle avait vécu une vie qui s'étendait sur 2 royaumes et 2 mariages, connaissant les sommets du pouvoir et les profondeurs de l'incertitude. Sa mort fut pleurée dans toute l'Europe. Charles d'Orléans fut dévasté. Il avait perdu non seulement une épouse bien-aimée, mais une conseillère de confiance. Les enfants d'Isabelle jouèrent des rôles importants dans l'histoire de France, perpétuant les valeurs de courage et de compassion que leur mère leur avait inculquées. Politiquement, sa mort supprima une influence modératrice, et la guerre civile française devint encore plus amère. L'histoire d'Isabelle est celle de la résilience. Née dans un système qui traitait les enfants royaux comme des marchandises, elle a réussi à transcender ses limitations pour se forger une vie de sens. Elle a démontré qu'il était possible, même pour une femme de son époque, de se créer un espace pour l'action indépendante et le leadership moral. Juger son monde selon nos normes modernes, c'est manquer l'humanité profonde de son histoire. La vie était courte, et les alliances politiques étaient souvent scellées au prix de vies humaines. Pourtant, dans ces contraintes, des personnes comme Isabelle ont trouvé des moyens de faire preuve de gentillesse, de construire des relations significatives et d'exercer leur propre volonté. Son héritage n'est pas celui d'une victime, mais celui d'un triomphe sur des circonstances qui auraient brisé un esprit moins fort. Son histoire nous rappelle que l'histoire est faite non seulement par les grands mouvements politiques, mais aussi par les individus qui, par leur choix, ont façonné ces événements et trouvé un sens au milieu du chaos.